À l'origine de ce podcast, il y a des rencontres. L'épisode que vous allez entendre est le fruit de ma rencontre avec Serge. Serge est musicien. Il a écrit une chanson dans laquelle il parle du fait d'être père lui-même. Moi, je l'ai contacté pour lui demander de me parler du sien, de père, de son histoire et de leur relation. Serge écrit ses chansons. On a discuté aussi de l'importance des mots qu'on dit et de ceux qu'on entend, et je crois que ce n'est pas un hasard si Serge les manie aujourd'hui. Je suis Léa Specht et je vous propose d'écouter Lettre au père, un podcast sur nos pères et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains. Dans notre culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux. Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. Du Cap-Vert où il est né, à l'Alsace où il a élevé sa famille, en passant par le Sénégal qu'il a vu grandir, Serge m'a raconté le parcours de son père. Mon père, il est né aux îles du Cap-Vert, en 1943. Ensuite, il a grandi au Sénégal. Il est né d'une fratrie quand même assez impressionnante. Ils sont 24, je crois, ou 27, un truc comme ça. Ça devait être un peu chaotique quand même, 24 enfants, 24, 27. Mon grand-père, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il est mort à 101 ans. On avait fait les comptes, il avait 52 petits-enfants. C'est pas possible ça de dire ça. J'ai 52 petits-enfants, c'est fou. Il m'a souvent parlé de sa maman. C'est ça, en fait, je ne sais plus à quel âge, il devait rencontrer sa maman. Et sa maman était, je pense, au Cap-Vert, quelque chose comme ça. Et elle a pris le bateau pour venir voir mon papa, donc son fils. Elle est décédée dans le bateau. Donc, il n'a pas pu voir sa maman. Quand on était au Cap-Vert, on est allé visiter le cimetière et il est allé nettoyer la tombe de sa maman et il m'a emmené. Ah, ben là, c'était quelque chose. Comme on dit, mon papa chaussait du 12 à ce moment-là. J'ai vu mon père enfant. Ensuite, il a rencontré ma mère au Sénégal, qui, elle, est née au Sénégal, mais de parents capverdiens. Et du coup, au Sénégal, ils ont fait 2 enfants, mon grand frère et ma grande sœur. Et après, ils sont venus en France. Et je pense qu'il est venu, en tout cas, c'est pas pour la choucroute. Sa motivation, c'était, je pense, progresser et voyager, voir autre chose. Et en France, donc en 1971, c'est là où je suis venu au monde. Donc je suis le 3e de cette union qui après a explosé comme presque toutes les unions. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Ma maman est partie et mon père s'est remarié. J'avais 6 ans. Lors de la séparation, c'est mon papa qui a eu la garde de nous 3. Et ça m'a toujours un peu surpris. C'était assez étonnant de donner la garde à un homme de 3 enfants. Mais c'était comme ça. Je me souviens par contre des femmes qui passaient, qui nous gardaient, les tantes, les sœurs, les gardiennes du 12e étage. À l'heure de la sortie d'école, 4 heures, enfin voilà, quand les parents viennent chercher les gamins, il faisait très souvent nuit pour moi. Parce que soit on venait pas, soit on venait très en retard.
À cette époque-là, il est question pour la fratrie d'être placée en foyer. Ça devait être compliqué pour mon père et puis pour ma mère, pour les raisons que j'ignore, mais en tout cas, on devait partir dans un espèce de foyer, pas chez ma mère et ni chez lui constamment. On devait partir. Je me souviens, on avait visité cet endroit où ils accueillaient des gamins, etc. Leur père rencontre alors une femme au Sénégal qui rejoint la famille et devient la belle-mère des enfants. Il a rencontré justement cette femme au Sénégal et du Sénégal. Cette femme qui avait plein de frères et de sœurs au Sénégal a pris sa valise et elle est venue. D'après ce qu'on nous a dit, et je pense que c'est réel, elle a dit non, on ne fait pas ça, moi je vais m'occuper de tes enfants. Donc elle est venue du Sénégal pour s'occuper de nous, parce que sinon on partait en foyer, donc elle s'est occupée de nous, elle nous a appris énormément de choses. Alors je ne sais pas si c'était de l'apprentissage ou du dressage, mais c'était un mélange des deux. Donc effectivement, j'ai appris à laver mon linge à la main, j'ai appris les bonnes tâches ménagères, j'ai appris à coudre, j'ai appris à repasser, j'ai appris à faire à manger, j'ai appris à trier du riz pendant des heures. Elle était là pour nous, mais il y a eu quand même des moments d'incompréhension et très très compliqués avec ma belle-mère ou ma marâtre, ou les deux. Peut-être des fois c'était ma marâtre et des fois c'était notre belle-mère. On pouvait des fois, avec notre père, on pouvait avoir une discussion entre parenthèses, un échange sur quelque chose où il pouvait nous poser une question et attendre une réponse. Ma belle-mère, ce qu'elle disait, c'était sa vérité. C'était vraiment ce qu'elle disait. Il n'y avait pas de... Comme mon père pouvait parfois s'excuser sur quelque chose ou même nous prendre dans ses bras. Et à ma belle-mère, non, pas du tout. Pas du tout. C'était elle l'adulte et c'était elle qui avait raison. Nous, on allait voir notre mère tous les 15 jours. On attendait devant la baie vitrée qu'on vienne nous chercher. Donc j'ai cette image, effectivement, avec nos coupes afro, là, en train d'attendre mon beau-père. Donc il attendait, il klaxonnait, on voyait la voiture, et puis on était prêts, quoi. Il venait nous chercher le dimanche, donc il venait pas nous chercher le vendredi soir ou le samedi pour passer la nuit chez ma mère. On passait la journée. On y allait le matin, et le soir, on nous ramenait chez mon père, quoi. Donc voilà, c'était ces moments-là, et parfois, il venait pas. Le beau-père. Donc on attendait. Et cette baie vitrée, alors tu t'attends comme ça, et puis après, les petites affaires que tu avais préparées, tu les rangeais parce qu'il venait pas. On savait pas toujours pourquoi il venait pas. Des fois, il devait pas venir par sa faute, mais pas toujours. Ou par la faute de ma mère, mais pas toujours. On passait notre temps à la maison, et donc avec mon père et ma belle-mère. Et puis mon papa, finalement, après, a bossé à Peugeot. Donc je le voyais descendre, prendre son bus. Il était musicien aussi. Donc beaucoup de répètes, beaucoup de concerts. Ils organisaient aussi plein de choses dans la communauté capverdienne. Ils organisaient des soirées avec la communauté. Il y avait une association de la communauté. Donc ils avaient une petite salle où ils se retrouvaient, où on allait manger les repas de la communauté, on allait danser la musique de la communauté. Tu commences à comprendre que ça devait me saouler aussi à un moment. Et voilà, avec mon père, c'était ça un peu l'ambiance famille, musique. Donc il partait beaucoup, j'allais beaucoup aux répètes quand j'étais plutôt sage. Et ça, c'était génial, j'ai adoré ces moments-là. Participer à ses créations musicales, quand il écrivait sur le canapé, avec son casque. J'ai cette image-là. Cette omniprésence de la musique dans la vie de famille de Serge a fait de lui un musicien. Aujourd'hui, il pratique sa musique comme son père pratiquait la sienne. La musique, ça vient de lui, mais de l'observation. Plus de l'observation, parce qu'on vivait avec ça dans la maison. Quand on allait aux soirées, ou quand il faisait ses concerts, tout ça. Quand j'ai commencé à en faire, il venait, mais il me disait pas tu peux faire ça, 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 pour par exemple que ça devienne ton métier. Il m'a toujours dit, par exemple, que c'était pas vraiment un métier, qu'il fallait quand même
J'ai eu cette éducation, par contre, il fallait travailler, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, la manière dont j'entreprends ma musique et que je la pratique, elle est exactement comme mon père l'a fait. Travail, musique, famille, enfin il n'y a pas d'ordre, mais en tout cas, tout était mélangé. Mon père s'est jamais pris pour un artiste en se disant je vais faire que ça et je vais faire des tournées et on va manger des cacahuètes jusqu'à que ça marche pour moi. Non, il a toujours allié les deux. Et sa priorité, c'était sa famille. Et il partait en tournée aux États-Unis, le Tour de France, tout ça. Le Tour de la France, et puis il retournait à Peugeot. Il m'a toujours inculqué le fait de ne pas être dans l'attente de quelque chose. Fais les choses, mais ne les fais pas dans l'attente d'un retour quel qu'il soit. Après, on était souvent seuls avec ma belle-mère, avec notre belle-mère, parce que il partait aussi, il partait faire sa musique en tournée, tout ça. Il fallait gérer aussi ces moments-là, quand lui allait rentrer. Et... Ce qui n'était pas simple, c'était de lui rapporter ce qui s'était passé pendant son absence. Des choses, par exemple, qu'on trouvait injustes. On avait envie de lui faire part de cette injustice. Au-delà de la relation complexe que Serge a eue avec sa belle-mère, pour laquelle il attendait de son père une forme d'arbitrage, il a connu une éducation dure, qui ne fait surtout pas de cadeaux, et qu'il analyse aujourd'hui de manière ambivalente. S'il ne la condamne pas vraiment, il essaye de ne pas la répéter avec ses propres enfants. Au niveau de l'éducation, on ne va pas prendre de pincettes, parce qu'il n'y avait pas de pincettes dans l'éducation. Elle était quand même bien sévère. Alors sévère, c'est pas qu'on n'avait pas le droit de faire ce qu'on avait envie, on pouvait sortir, tout ça, mais quand je dis sévère, c'est-à-dire que au pays, c'est quand même un gamin, tu fais pas une réunion, tu l'emmènes pas chez le psy, tu commences pas à discuter avec lui. Qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Est-ce que tu penses que ton attitude en ce moment, elle est correcte? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose de mal? Il n'y a pas ce genre de choses avec les enfants, même si aujourd'hui, j'ai ce genre de choses avec mes enfants. Donc, c'était, comme on dit, ça chicotait bien, quoi. On nous tapait. Enfin, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. T'emmènes des mauvais résultats à l'école, des heures de colle, ou une mauvaise remarque, ou un prof qui... tu recevais quand même bien. Donc oui, des fois, on avait des rendez-vous avec mon papa, des rendez-vous de règlement. Et paradoxalement, mon père, c'est une crème. Quand il disait non, tu attendais parce que tu savais qu'il allait finir par dire oui, tu vois. Donc il avait ce truc-là, mon papa, c'est... il me dit, je vais pas sortir, mais il va craquer, il va dire oui. Vraiment, j'ai pas de souvenir d'en avoir voulu à mon père en me disant « Ouais, il est méchant ». Non, c'était presque normal, je pouvais même m'en vouloir. Non, c'était l'éducation, c'était ça, quoi. Et c'est comme ça, c'était comme ça. C'était pas... Je pense que c'était de la grosse maladresse. J'ai envie que ce soit ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Forcément, j'ai été éduqué d'une certaine manière. Donc avec mes enfants, j'ai fait un travail sur un truc bien précis. Alors je reproduis pas du tout, hein. Je fais pas des réunions avec ma fille. Mais il y a un truc effectivement qui pour moi est inconcevable, c'est le non-respect, c'est parler mal. Et quand l'autre n'est pas dans cette dynamique, ça peut me mettre hors de moi. Et quand je dis hors de moi, c'est pas des coups, mais je peux être surpris à être violent dans la manière de réagir. Je peux claquer une porte, je peux prendre un objet, l'exploser par terre, je peux crier très fort, je peux avoir la motivation et la mission de faire peur à mon enfant pour qu'il me respecte. C'est quoi le projet? Ton enfant ne doit pas avoir peur de toi. Et donc j'ai appris aussi que, non, ma mission, c'est pas de faire peur à mon gosse pour qu'il me respecte. Moi, j'ai juste envie qu'il me respecte sans avoir peur de moi.
Après, c'était une manière de faire. Par exemple, j'adorais le foot. J'étais pas mauvais, gamin. Mon père venait me voir. Et quand il me laissait aller au foot, il me disait, je sais pas si je viens. Mais il savait qu'il allait venir, donc il venait quand même. Quand il venait pas, j'arrivais, il me disait, vous avez perdu combien? Il me demandait pas, vous avez fait combien? Il me disait toujours, vous avez perdu combien? Se vanter comme ça, ça fait pas partie de l'école de la maison. Et parfois, peut-être on aurait eu envie d'un peu plus de « Waouh, qu'est-ce que c'est extraordinaire ce que tu as fait !» Sinon, il pouvait aussi pleurer, mon papa, hein. Très, très sensible. Il avait ce truc-là, et très aidant vers les autres. Grand respect, mon papa, il est respecté par plein de gens. C'est vraiment pas un homme à problème, enfin, c'est pas un homme à problème. Quelqu'un de très calme. C'est quand même quelqu'un d'assez humble. Il est pas égocentrique. On a tous un ego, mais il est pas... C'est pas quelqu'un qui a besoin que son nom soit affiché quelque part. Et je ressens la même chose aussi. Je suis pas sûr qu'il me l'a enseigné verbalement. C'est du mimétisme. Et aussi le travail, et le respect de l'autre. Quand tu vas quelque part, n'y va pas les mains vides. La politesse. Alors tout ça, on nous l'inculque aussi par, tu sais, cette époque, cette génération, parce que je ne vais pas dire culturellement ou nous, parce que c'est un peu fatigant ces trucs-là. C'est une génération, une époque où fallait que nos enfants se comportent bien pour pas qu'on dise du mal de nos enfants et de nous. Et non pas parce qu'il faut juste être comme ça, tu vois. C'était surtout pour pas qu'il y ait des... Et qu'est-ce qu'on va dire? Tu sais, cette phrase-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de nous? Donc ça a servi quand même sur le respect, sur bien se tenir, tout ça. Chose que j'inculque quand même à mes enfants. Enfin, que j'inculque. Comme je dis à mes potes, des fois, je leur dis, tu sais, t'es pas obligé de saouler tes enfants, hein. Ils t'observent. Ils t'observent. T'es pas obligé de dire à tes enfants, t'as vu, moi, je vais bosser tous les matins. Mais attention, ils t'observent. Nos enfants nous sentent. Donc, d'abord, c'est à nous de faire un peu attention à ce qu'on renvoie. Faire attention à ce qu'on dit, comment on va le dire, comment c'est interprété. C'est du français, ok, mais on n'a pas tous la même interprétation. Et oui, il faut faire tellement attention, et je le sais tellement qu'il faut faire attention aux mots, parce que je sais que j'ai pu en dire des durs, tu vois, et on m'en a tellement dit des durs, et effectivement, tout ça, ouais, je pense que ça vient de mon enfance. Dans la ville, il y a parfois ces mots qu'on entend, qui claquent et s'ancrent et ne disparaissent jamais vraiment. Serge et moi, on en a parlé de ces mots-là au cours de notre conversation. Moi, ma vie enfant, ça me fait penser un peu, tiens, à La vie est belle, de Roberto Benigni, tu vois. Mais ça me fait penser à ça, c'est qu'on était dans une situation quand même assez particulière, mais des barres de rire, des moments ou même avec ma belle-mère, on danse dans le salon, on se marre, parce qu'une belle bande de clowns, tu vois, vraiment avec beaucoup d'humour, et des fois ces moments très très durs. Il y avait la maison avec mon père, ma belle-mère, et puis après, il y avait tous les 15 jours chez ma mère. Donc, quand t'es gamin, les adultes, les sons de cloche, on dit, faut pas dire, à ce qu'il paraît, j'ai entendu, de qui vous parlez, enfin tous ces trucs-là, donc tu vis des moments de fou rire, de rire, et puis t'entends des choses, on te fait lire des choses, on te dit des choses. Donc c'est une sorte comme de manipulation comme ça, quand t'es enfant, c'est assez particulier. Ce qu'on peut te dire, ce qu'on peut t'apprendre quand t'es gamin. Ce que certains parents osent dire aux enfants pour se défendre ou se désolidariser de quelque chose, tu vois. Et il y a un certain âge où tu ne dois pas entendre certaines choses.
Et alors, les parents qui énumèrent les dossiers du père, de la mère. Ton père m'a tapé, ta mère m'a trompé, ou inversement. Et t'as le gamin qui n'a rien demandé. C'est chaud quand même. Ça, c'est tendu. Et puis après, tu grandis quand même avec ce genre de choses. Forcément, j'étais parfois isolé pour pas entendre certaines choses, mais si je les entendais pas, je les sentais quand même. Et je pense que j'ai dû absorber des trucs dont je me souviens pas, mais je les ai absorbés, ça c'est certain. C'est certain, ma sensibilité aujourd'hui, elle est due à tellement de choses que j'ai dû absorber, forcément. Et c'est pas des choses qu'on m'a inculquées, c'est juste que j'étais là et je les ai absorbées. Souvent, j'ai déjà dit à mon frangin que moi j'ai été un peu, d'ailleurs un peu épargné. Et il n'y a pas longtemps, mon grand frère, il dit « Comment ça, épargné? T'as pas été épargné, hein ?» Je me souviens, on était... franchement, c'est perturbant parce qu'on allait chez ma maman, donc tous les 15 jours. Quand on rentrait chez nous, on n'était plus les mêmes. Pendant quelques heures. Je crois qu'on faisait même la tête un peu à notre père, on n'était pas très sympa, tu vois. Il m'arrivait même des fois... quand j'allais à Île-Napoléon où ma mère habitait, mon père parfois allait dans ce quartier le dimanche où on n'était pas avec lui parce qu'il avait son frère qui habitait le même quartier. Il m'est arrivé de croiser mon père à ce moment-là et de l'ignorer, voire ne pas aller lui dire bonjour. Eh ben ça, je pense que c'est vraiment pas de notre faute. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a... Ça, c'est la situation qui faisait qu'on avait cette attitude où on savait pas d'ailleurs. Tiens, on est dans un camp dimanche, on est dans ce camp-là. Donc là, papa, on se connaît pas, quoi. Ou voir comment on se dit bonjour, c'est pas notre dimanche, enfin, tu vois. J'ai un peu de souvenirs de ce genre de situation assez bizarre. Je me souviens des mots quand même très très durs. Et c'est fou, c'est parce que c'est pas des mots, c'est pas de la vulgarité ou on m'a pas insulté, hein. On m'a pas insulté, mais parfois, je pense qu'on m'a donné on m'a renvoyé une image de moi, de quelqu'un qui n'arrivera à rien, qui te donne pas confiance. Ça te poursuit, attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pas en tant qu'enfant te dire oui, je suis ça parce que mon père, ma mère. Non. Ça peut aussi me fatiguer. C'est-à-dire qu'on est des personnes à part entière, on a le droit de faire des choix, mais on peut pas nier qu'il peut y avoir une graine qui va faire toute ta vie et qui restera. Il y a des choses qui sont là, installées, et ça, c'est indéniable. Il peut y avoir des mots, des attitudes, des manières de faire. C'est parfois des manières, tu vois, parfois des silences, qui vont faire ce que tu penses de toi. Et parfois, c'est pas très beau. T'es pas fier, tu vois. Mais tu te bats contre ça, et puis tu fais des rencontres aussi, puis tu t'ouvres, et donc tu changes aussi. Il y a un équilibre, je pense, à trouver entre ce qu'on peut vivre et ce qu'on est, nous, réellement. Serge m'a raconté que pendant un temps, au moment de prendre son indépendance, lui et son père ont cessé de se parler. Je travaillais en déplacement, et puis j'ai rencontré quelqu'un. Je passais mon week-end avec cette femme, et j'allais chez elle, et petit à petit, on m'a fait comprendre que ma chambre, elle était plus... Il n'y avait plus rien dans ma chambre, quoi. Et donc, du coup, j'ai quitté un peu la maison, et avec ce clash, je ne voyais plus mon papa. J'ai eu ensuite mon enfant, mon fils, Lloyd, et mon père ne cherchait pas vraiment à voir mon fils ou connaître un peu la situation. C'était lui le père et l'adulte, toi t'es le gamin, s'il y a quelque chose, c'est toi qui dois revenir. Et donc après, moi j'ai fait un peu ma vie avec tous ces dossiers, et j'ai fini par me séparer aussi. Vivre finalement tout ça, tu vois, en tant qu'enfant, je deviens père, je divorce comme mon père,
je vois mon fils. Du coup, je décèle dans mon reflet les chagrins que j'ai déjà vécus. Donc, dans les yeux de mon fils, et je me dis, waouh, il est en train de vivre ce que j'ai vécu, tout ça, tout ça. Alors, quand il y a eu ce clash, pour reprendre la relation avec mon papa, je me souviens très très bien comment ça s'est fait. J'ai monté mon entreprise, j'ai créé mon entreprise, il ne le savait pas. Et mon papa organisait des tournois de foot, tout ça, avec des associations. Et avec mon oncle, qui travaillait dans le flocage, la sérigraphie, tout ça, et il m'avait donné l'idée de sponsoriser les maillots de foot de son organisation. Et je dis, ah ouais, c'est une belle idée, tout ça. Donc on a créé des maillots de foot avec le nom de mon entreprise, sans que mon père le sache, et j'ai écrit une lettre. Je ne sais plus le contenu, mais ça devait être une lettre entre pardon et t'es mon papa, je t'aime, et voilà, tiens ce cadeau, voilà. Et donc je me souviens que mon oncle a plié tous ses maillots et il lui a remis ses maillots, il a dit voilà, ça c'est les maillots c'est pour toi, et c'est de la part de ton fils, donc il y avait le nom de l'entreprise de son fils, avec la lettre. Et c'est là que ça s'est remis, on a fini par se reparler. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait, et on a fini par se revoir, fêter Noël ensemble, se marrer, danser ensemble, faire de la musique avec mon père, l'inviter sur des chansons, échanger. Il m'est arrivé d'aller faire des concerts à Paris ou en Suisse, et je l'emmenais. Tous les gens autour de moi ont toujours trouvé mon père très cool. Parce que pour embarquer ton papa à Paris ou à Genève, je fais quand même du hip-hop, je fais quand même du rap, enfin voilà, c'est qu'il y a quand même quelque chose. On a fait la première partie de Jamiroquai en je sais plus quelle année, et c'était mon groupe de rap où il est monté sur scène, avec son costard, tout ça. On a fait ce morceau ensemble, c'est génial. Que je signe dans une maison de disques ou pas, j'ai chanté avec mon père, c'est quand même cool, tu vois. On est toujours les enfants de notre père, de notre mère. Donc, on veut que nos parents soient fiers quand même. On veut pas décevoir, on veut être... Tu vois, on veut être... regarde comment tu m'as fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu... T'as vu ? T'as vu ton taf, là ? Tu l'as bien fait. Hein. On a tous ça quand même. Hier, par exemple, mon frère m'a appelé, il m'a laissé un message. Parce que j'allais faire la première partie d'MC Solar et il sait à quel point c'est énorme pour moi. Il m'a laissé un message, mon frangin, vraiment tellement touchant. Il m'a dit « Fais comme d'habitude, te pose pas de questions, sois humble, sois sûr de toi, ancre. » Mais après, à la fin, il a dit « Mais quand même, pas de pitié. » Enfin, il était très chouette. C'est vrai que j'aurais aimé que ce soit mon père qui me laisse ce message. J'avoue. Mais mon père m'a laissé un message sur Facebook. Comme tous les autres. C'est froid. Et je dis pas que mon père n'est pas fier de nous, ou de moi, ou de... Non. Il l'a même déjà verbalisé. Vaguement, comme ça, en réunion, il a dit « Je suis fier de tous mes enfants, de tout ce que vous entreprenez. » Il l'a déjà dit, hein. Vraiment. Il l'a déjà verbalisé comme ça, en groupe. Mais ouais. Il est comme ça avec tout le monde. C'est-à-dire que pudique, il est à l'ancienne, c'est-à-dire que moi je vais lui écrire, on en a déjà parlé entre frangins, vraiment, hein. Ouais, papa, en ce moment je fais ça. Et il va te répondre, ok, bisous. Alors, je dis souvent, c'est lui qui a raison dans la réponse par écrit. Ben ouais, on doit pas communiquer comme ça avec... On s'est fait avoir de toute façon avec ces modes de communication. On ne doit pas échanger, régler un problème, organiser quelque chose via ces trucs-là. Ça dépanne, ok. Mais les anciens, ils ont raison quand ils écrivent ok. Et nous, on est tous là, ils répondent que ok. Mais ouais, mais c'est pas un objet où on doit développer. Il n'y a pas le ton.
ponctuation des fois inexistante. Tu lis en diagonale. Venez, on se parle. Par contre, si je parle à mon père et que je lui dis il y a ci, il y a ça, je pense qu'il va développer un peu plus si on est face à face. Et nous, il nous répond ok, bisous. Donc au début, on trouvait ça un peu, il s'en fout quoi. Mais non, il s'en fout pas. C'est juste que c'est lui qui a raison. Mon papa a une nouvelle compagne qui est dans l'écoute. Elle est extraordinaire. Et un jour, je lui ai quand même lancé le fait que mon papa était un peu silencieux. Je crois que j'ai tendu la perche en lui disant que si je l'appelle pas 3 ans, je pense qu'il va pas appeler pendant 3 ans. Je lui dis par contre, quand il veut une machine à laver sur le Bon Coin en France pour l'emmener au Cap-Vert ou un meuble ou je sais pas trop quoi, il m'appelle tous les jours pour me dire alors c'est bon, tu peux pouvoir la chercher. Et elle en a ri, tu vois, elle a ri, on s'est marré sur ça et je lui dis c'est fou l'énergie qu'il dépense pour le Bon Coin. Pourquoi il dépense pas cette énergie pour m'appeler, me dire comment tu vas fiston, ça se passe comment, tout ça. Et elle m'a dit, faut pas lui en vouloir. Et je l'ai tout de suite appelé, elle m'a dit, tu peux pas savoir, quand tu l'appelles, il est heureux, il est autrement quand il a de vos nouvelles, tu vois. Il se sent bien, des fois il est silencieux quand vous l'appelez pas, et dès que vous l'appelez, il est bien. Et donc, ouais, j'ai même sollicité mes quelques sœurs qui étaient un peu dans ce truc-là. Ouais, papa, il est pas très expressif, quoi. Et moi, j'ai tendu le lien en disant « Oui, mais c'est notre ego. C'est vrai, notre papa, on devrait l'appeler plus souvent, tout ça, tu vois. » Et je me suis adouci. Et il n'y a pas longtemps, je me suis rendurci. C'est-à-dire que autant je lui avais trouvé quelques circonstances atténuantes, pour pas dire des excuses, autant je me dis « Il l'appelle quand même pas. » L'éducation, c'est toi, t'es un enfant, l'autre, c'est l'adulte. Déjà, il y a un chanteur qui s'appelle Dinos, tu connais ? C'est un rappeur, il dit « Nos parents ne s'excusent pas. Pour s'excuser, nous font à manger. » Avec Serge, on a parlé de beaucoup de choses. Vous n'avez entendu ici qu'un aperçu de l'histoire de son père et de ses réflexions. À titre personnel, ce que je comprends à l'écoute de son témoignage, c'est qu'on attend souvent quelque chose de nos parents qui se trouve juste à côté de ce qu'ils sont capables de nous donner. Et si on ne prend pas garde, on cherche toute sa vie ce qu'on ne trouvera peut-être jamais vraiment. Une amie très chère me disait l'autre jour qu'il est important, une fois adulte, de faire le deuil du parent qu'on aurait aimé avoir, pour dépasser les mots qui nous ont blessés, et pour mieux pouvoir partager ce qu'il est encore possible de partager, comme dans le cas de Serge, l'émotion d'une chanson, chantée sur scène en duo avec son père. Comme à chaque épisode, j'ai demandé à Serge ce qu'il souhaiterait dire à son père, si seulement il le pouvait. Tu dis qu'est-ce que tu aimerais dire à ton père, et pas qu'est-ce que tu reproches à ton père. C'est vraiment pas la même chose. Parce que j'ai tout sauf envie de reprocher quoi que ce soit à mon père. C'est dur d'être père. C'est dur cette position. Qu'est-ce qu'il a vécu mon papa? Comment il a grandi? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur, dans son corps, dans sa tête? Parce qu'il a vécu quand même des choses très 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 compliquées. Alors c'est pas ce que j'aimerais lui dire. Parfois, ce que j'aurais aimé entendre, c'est pas très compliqué. Hein. On peut quand même apercevoir une vie, une enfance. La vie est belle, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est sympa, mais il y a eu des trucs quand même bien compliqués. Je les ai pas choisis, moi, ces moments-là. C'est quand même mon papa, à un moment, et ma maman qui ont décidé de jouer à la poupée, d'avoir des enfants. Égoïstement ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ils ont eu des enfants, et donc on a vécu ce qu'ils nous ont offert. Dans ce monde, et dans ce cadre, et dans ce nid, Et ce que j'aurais aimé entendre aujourd'hui, c'est quand même... écoute, mes enfants, ou mon enfant, ou écoute, j'ai envie de te dire un truc. Je sais ça a dû être quand même très compliqué pour vous, étant enfant, avec ça, plus ça, plus ça, plus ça. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Mais vraiment,
s'il y a eu quelque chose de très douloureux pour vous, et vraiment quelque chose qui vous a marqué, pardon mes enfants. Ainsi se termine ce nouvel épisode de Lettres au père. J'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse avec la définition que Serge m'a donnée d'un bon père et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père. C'est quelqu'un qui va être ancré et qui va se retrousser un peu les manches. Parce qu'un bon père, c'est pas un père absent. Il y a trop de pères absents. Être père, c'est quand ton enfant te dit « Papa, j'aimerais bien que tu me fasses une tarte aux pommes. » Ah ouais, c'est cool. Si elle me demande de faire une tarte aux pommes, c'est qu'elle sait déjà que je sais la faire.